Eh bon, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Ignacio Larraetia, je viens du Chili, de très loin, de l'Amérique du Sud. Et je suis vraiment, je remercie les organisateurs d'avoir confié en moi, même avec toutes mes difficultés pour parler français. Je suis hispanophone. J'ai parlé le français il y a 20 années, j'ai oublié beaucoup de mots, je m'excuse. Mais l'enthousiasme est ici. Moi, je suis en charge d'une fondation qui fait la promotion du développement soutenable chez nous, au Chili. Nous avons 150 entreprises qui essaient d'échanger leurs pratiques et de devenir un facteur clé d'un nouveau paradigme de développement. Eh bien, le sujet d'aujourd'hui est assez passionnant, important. Chez nous, au Chili, est un sujet difficile à gérer. Il y a l'année 2000, début du siècle, nous avions une population de 1% de migrants, d'étrangers chez nous. Maintenant, c'est les 3% et ça augmente de jour en jour. Et on ne sait pas bien comment gérer ça. On voit qu'il y a une opportunité. Quelques-uns voient dans les migrations plutôt des dangers. Et les entreprises, nous essayons de trouver une opportunité dans la diversité. Aujourd'hui, on va traiter ce sujet avec 3 points de vue assez différents. D'une part, je ne lis pas très bien, on a un Julie Pondy, voilà, et elle va nous montrer un point de vue plutôt d'un travailleur migrant. Elle travaille au PNB, et donc je pense qu'il sera très intéressant de regarder sa vision en tant que travailleur migrant. On a aussi avec nous Reza Ranema Natakalan, qui vient des États-Unis. Et il est engagé dans un projet tout à fait intéressant pour faciliter l'emploi pour les immigrants. Et finalement, mais pas plus important, pas moins important, Carmen Roman, qui vient du Chili, et elle travaille à Walmart. Elle a fait un travail incroyable sur la diversité, en faisant de la diversité un atout, un patrimoine, pour être plus compétente dans Walmart, où elle travaille maintenant. Donc, je ne vais pas continuer, seulement je voudrais commencer avec Reza. Avant de faire ta présentation, est-ce que tu peux nous donner quelques mots sur toi-même? Qui es toi? Bonjour à tous, je m'appelle Reza. Je suis franco-iranien en fait, donc basé à Paris, mais l'organisation est basée aux États-Unis. J'ai fait mes études jusqu'au lycée en France. Après, j'ai fait mes études universitaires aux États-Unis. Après, j'ai eu l'occasion de voyager un peu pour le travail dans le Maghreb, en Tunisie, en Égypte et un peu au Congo. Et j'ai fait mon master, encore une fois, aux États-Unis, où j'ai rencontré un des camarades de classe avec qui on a cofondé l'organisation Natakalam, qui veut dire « Nous parlons en arabe », et qui est une plateforme en ligne d'apprentissage de l'arabe où les partenaires de conversation, comme on les appelle, ou les profs, sont des réfugiés syriens. Donc dans l'idée d'offrir des opportunités d'emploi et des opportunités de revenus pour les réfugiés, aussi bien dans la région, donc au Liban, en Irak, qu'en Europe. Ok. Et on est très content de t'avoir avec nous. Merci beaucoup. S'il te plaît. Merci. On peut applaudir aussi, hein? Merci. Prendre une petite seconde. Voilà. Donc, comme je me suis présenté, je suis le cofondateur de l'organisation qui s'appelle Natakalam, qui veut dire « Nous parlons en arabe ».
et qui a pour but de connecter les réfugiés, en particulier la communauté des réfugiés syriens, aux apprenants des langues pour des séances de conversation en ligne, pour pratiquer une langue et de l'autre côté pour créer des opportunités d'emploi. Dans un premier temps, je vais donner un peu de contexte, aussi bien historique que plutôt la situation actuelle, pour comprendre un tout petit peu la crise des réfugiés actuels, mais aussi bien comprendre dans quel contexte et dans quel objectif Natakalam a été créé. Dans un deuxième temps, je vais un peu expliquer plus en détail l'organisation de Natakalam, donc comment on fonctionne, et après ce que notre expérience en travaillant avec des réfugiés au quotidien nous ont permis d'apprendre sur les difficultés de l'insertion sociale des réfugiés dans le Moyen-Orient, mais aussi bien en Europe, et aussi quelques suggestions ou des leçons apprises qu'on a appris au travers de notre travail. Donc, nous vivons aujourd'hui la plus grande crise des réfugiés au monde et dans l'histoire. On a à peu près, d'après les derniers chiffres du Haut Commissariat pour les réfugiés, du HCR, il y a dans le monde 65 millions de personnes déplacées. À noter une petite différence, que personne déplacée veut juste dire qu'elle a quitté son domicile à cause de la persécution de la guerre. Dans ces 65 millions, il y a à peu près 2/3 qui sont des déplacés internes, ce qui signifie qu'ils ont quitté leur domicile, mais qui n'ont pas traversé une frontière, donc ils ne sont pas rentrés dans un autre pays. Et 1/3, donc à peu près 20 millions, qui sont des réfugiés, donc des personnes qui ont dû quitter leur domicile à cause de la violence et de la persécution et qui sont entrées dans un autre pays. Dans le cas de la Syrie, à peu près, on est à 10 millions de déplacés, dont 3 millions, à peu près, 3 ou 4, qui sont réfugiés, donc qui ont traversé la frontière pour aller dans un autre pays. Et principalement, ce sont souvent les pays voisins qui accueillent les réfugiés, au-delà de la crise des réfugiés qu'il y a en Europe. Donc c'est la Turquie avec plus de 2 millions, la Jordanie avec à peu près 1 million et le Liban qui a aussi plus d'1 million pour un pays, lui, de que 4 millions à la base. Donc à peu près plus de 20% de la population est un réfugié. Et juste pour donner un ordre de grandeur, 65 millions à peu près, c'est la population de la France. Donc c'est se dire, s'imaginer en termes d'ordre de grandeur que toute la France, de cette taille-là, est déplacée à cause de violences ou de persécutions, dont 2/3 repartis dans une autre ville et 1/3 complètement quitter les frontières. Et comme j'expliquais, à cause de la situation actuelle, 1/3 des réfugiés et des déplacés dans le monde sont des arabophones. Et ça, c'est dû aux crises, aux conflits actuels. Donc d'abord la Syrie, après l'Irak, où là, il y a beaucoup plus de déplacés internes que de réfugiés. Et après, la Palestine, qui depuis les années 40, 50, sont considérés comme réfugiés, encore une fois, dans les pays voisins, donc la Jordanie, le Liban, l'Égypte et avant la Syrie. Et une particularité de la crise des réfugiés ou du phénomène comparé aux crises précédentes, donc par exemple peut-être les Balkans ou même la Seconde Guerre mondiale, c'est que les réfugiés de nos jours, en particulier dans la situation syrienne, sont connectés à Internet ou ont des smartphones. Donc c'est vraiment le... Ah, juste, je m'excuse à l'avance, la présentation est en anglais, parce que je croyais que j'allais faire une présentation en anglais, mais comme on est dans un public francophone, je vais parler en français, mais ça reste en anglais. Mais donc, comme il est écrit, c'est l'ère des réfugiés connectés. Et le smartphone est un outil aussi bien de survie, par exemple quand les réfugiés font la route des migrants pour naviguer, pour trouver où ils sont, pour se connecter après, aussi bien à la famille qui est restée ou à des communautés chez qui ils ont l'intention d'aller. Et donc ça, c'est un outil dont on ne s'en rend pas nécessairement compte, mais qui change un peu la dynamique de la crise des réfugiés actuelle en leur permettant une certaine connexion et un certain accès qui n'existait pas avant. Mais juste pour être précis, ce n'est pas la majorité, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup des autres zones de réfugiés ou de déplacements, par exemple l'Afghanistan, la Somalie ou la zone des Grands Lacs. Là, l'existence ou l'utilisation des smartphones est plus rare. Mais dans le cas de la Syrie, c'est vraiment une large portion de la population, en particulier celle qui est passée en Europe à partir de 2014-2015. Dans ce même contexte de déplacement, changer un peu l'autre côté avec lequel Natakalam travaille, c'est l'apprentissage de la langue arabe qui, dans les 2 dernières années, en particulier aux États-Unis, est en essor.
Il y a plusieurs facteurs pour cela. Déjà, il y a une diaspora arabophone dans le monde d'à peu près 7 millions, donc beaucoup de gens qui naissent dans une communauté ou dans une famille arabophone et qui voudraient réapprendre la langue ou garder cette connexion. Dans un deuxième temps, avec encore une fois l'évolution de l'actualité, des guerres et tout ça, il y a de plus en plus de professions qui se concentrent dans la région du Moyen-Orient et donc qui ont besoin de l'arabe. Pas nécessairement en fait qu'à cause d'actualité, mais aussi le boom de la région du Golfe. Donc il y a vraiment un essor et une demande de l'apprentissage de l'arabe dans ce contexte-là. Et juste pour donner un exemple, ça reste dans le cas des États-Unis. Encore une fois, je vais souvent citer les États-Unis comme exemple parce que Natakalam à la base était créé là-bas et ça fait depuis un an qu'on est en France, mais c'est un peu plus dur de s'implanter en France qu'aux États-Unis. Donc par exemple, dans le cas des États-Unis, tous les ans, il y a près de 35 000 étudiants qui apprennent l'arabe tous les ans. Et l'arabe était la langue avec la plus forte croissance dans les 5 dernières années en termes d'apprentissage pour les élèves. Donc une vraie demande. Au-delà de la demande pour l'apprentissage de l'arabe, il y a une particularité de la langue, qui est que la langue est divisée entre l'arabe classique, qu'on lit et qu'on écrit, donc les journaux, les choses formelles, et l'arabe dialectal, qui est celui qu'on parle dans la vie de tous les jours, et qui en fait chaque pays ou chaque zone en fait a son propre dialecte. En particulier, par exemple, l'arabe levantin ou le dialecte levantin, qui est parlé en Syrie, en Jordanie, au Liban et en Palestine aussi. Une particularité de l'apprentissage de l'arabe, c'est que pour très longtemps, ça restait dans un cadre plus académique, donc les gens apprenaient l'arabe classique. Donc ils faisaient 4 ans, 5 ans d'arabe, ils allaient sur le terrain, et ils pouvaient communiquer, mais comme si on communiquait dans la langue de Molière ou de la langue de Shakespeare en anglais. Donc pas le meilleur moyen pour vraiment pouvoir communiquer les gens. Et en fait, c'est un Natakalam s'est rendu compte, et en particulier ma cofondatrice, donc Aline Sarah, qui n'est pas présente, mais qui, elle, est une Libanaise américaine qui, à travers son propre parcours personnel, s'est rendu compte que quand elle voulait, par exemple, aux États-Unis, trouver des cours d'arabe, la seule offre qu'elle avait, c'est l'arabe classique, et elle voulait, pour son métier de journalisme, travailler le dialecte pour pouvoir communiquer avec les gens. Et donc là, il y a aussi une demande qui existe et qui, pour le moment, n'avait pas de solution. Et donc, en prenant ces deux facteurs, et encore une fois, en prenant l'expérience personnelle de notre cofondatrice Aline Sarah, elle s'est dit, pourquoi n'essayons pas de connecter ces deux éléments? Et ça vient vraiment particulièrement de sa propre expérience, qui était journaliste au Liban pendant 4 ans, pendant lequel elle a pu travailler sur le Libanais, vraiment renforcer ses capacités linguistiques. Après, elle est repartie aux États-Unis pour son master, où elle a perdu, parce qu'elle n'a pas pratiqué la langue, ce qui est relativement normal. Et après son master, elle s'est dit, je vais recommencer, mais il n'y avait pas d'offre. C'était que des cours de grammaire. Et elle était consciente de ce qui se passait au Liban, où, comme je l'ai dit, une personne sur 5, 20% est un réfugié. Et en particulier au Liban, il y a une autre particularité, c'est que les réfugiés syriens au Liban n'ont plus ou moins pas accès au marché du travail. Déjà, on ne leur reconnaît pas le statut de réfugié parce qu'il y a des implications légales quand on reconnaît quelqu'un en tant que réfugié, dont le droit de travail. Et comme le Liban déjà est un pays qui avait un chômage important, les autorités publiques ont décidé de permettre aux Syriens de travailler que dans 3 secteurs, celui qui est celui de la construction, de l'agriculture et en fait des services publics, donc plutôt tout ce qui est les ordures. Et donc une large portion de la population éduquée, parce que dans le cas de la Syrie, c'est vraiment plus ou moins tout le pays qui s'enfuit, donc il y a vraiment toutes les tranches socio-économiques, aussi bien, voilà, également au niveau de l'éducation. Et donc une grande portion de la population n'a pas accès à un emploi, ou du moins un emploi dans lequel ils étaient formés ou auquel ils aspiraient avant de devenir réfugiés. Et donc Natakalam, en gros, crée cette, en anglais, win-win solution, donc une solution à double tranchant des deux côtés, pour des étudiants ou des apprenants qui sont en manque d'opportunités pour apprendre vraiment l'arabe dialectal, et de l'autre côté, des réfugiés, comme par exemple le cas de Nour, qui vient en fait de la région de Raqqa, dont on parle souvent maintenant, et qui est arrivé à Beyrouth, qui ne pouvait pas pratiquer, qui était prof de sciences dans une école collège à Raqqa, et donc qui ne pouvait plus pratiquer son travail, qui était hors du marché de travail, avec plus d'accès à un revenu. Et donc Natakalam met
connecte ces deux individus en permettant d'un côté aux réfugiés d'avoir un accès à un revenu, d'avoir une expérience professionnelle et d'avoir certaines formations, et de l'autre aux étudiants d'avoir des formations en arabe flexibles à des prix abordables via Skype avec des personnes arabophones d'origine. Et donc ce que propose Natakalam, c'est le recrutement, donc l'identification des réfugiés avec qui on travaille, considérés comme partenaires de conversation, parce que ce ne sont pas nécessairement des profs, parce qu'ils n'ont pas la formation de professeurs, mais ce sont des partenaires de conversation avec qui, si on a un niveau intermédiaire, on peut pratiquer la langue, on peut s'améliorer, et on peut vraiment maintenir son niveau. Et donc le recrutement qui a lieu principalement avec des ONG locales, qui nous permettent d'identifier, de nous aider, car nous, on n'est pas sur le terrain. Donc, on a 2 ONG locales, une en Irak et une au Liban avec qui on travaille. Dans un deuxième temps, d'interviewer et de former. Bien que ce ne sont pas des professeurs, il y a quand même une formation un peu pédagogique sur l'apprentissage en ligne, sur les cadres pédagogiques pour essayer que les séances soient le plus utiles pour les étudiants. Donc, on les forme dans un deuxième temps. Et après, on les met en relation avec les étudiants. Et là, il y a un système de matching. Donc, Natakalam n'est pas un marché style Airbnb où on choisit son professeur. C'est nous qui, par rapport aux demandes de l'étudiant, mettons en relation les étudiants et les partenaires de conversation. Et dans un quatrième temps, le paiement des revenus, encore une fois, souvent à travers nos ONG partenaires sur le terrain. Et donc, c'est une organisation qui existe depuis 2 ans maintenant, comme j'ai dit, fondée aux États-Unis, et qui s'est beaucoup développée avec des partenaires universitaires, encore une fois, plutôt aux États-Unis, parce que c'est un peu plus simple et que les universités ont plus de budget et plus de flexibilité. Donc, dans ces universités ici, on a réussi à intégrer Natakalam au cours d'arabe. Donc, les gens apprennent l'arabe avec leurs professeurs dans le cadre universitaire. Et en parallèle, ils ont, en termes de complément, plusieurs séances où ils peuvent pratiquer ce qu'ils ont appris en personne avec des partenaires de conversation et en parallèle, ça crée une source de revenus. Et on travaille aussi avec plusieurs organisations, plutôt des ONG, où on propose en fait de la traduction et l'interprétariat de l'anglais à l'arabe. Et on a commencé aussi avec l'ourdou, donc des communautés réfugiées pakistanaises, et du dari, donc avec des Iraniens, donc du persan ou de l'afghan. En proposant des services de traduction et d'interprétariat. Et donc, juste pour donner un peu l'impact que Natakalam a à ce jour, donc voilà, ça fait 2 ans. C'est encore petit, donc on progresse, mais on travaille avec à peu près une quarantaine, maintenant d'être une cinquantaine de réfugiés, et qui ont... on a vendu en tout plus de 17 000 heures de conversation, parce que ça s'achète en paquet, 1 heure, 5 heures, 10 heures. Et à travers Natakalam, nos partenaires de conversation ont pu générer plus de $170 000 comme revenus. Et certains, surtout ceux qui travaillent dans l'interprétariat et dans la traduction, ont l'équivalent d'un salaire de $1 000 à $2 000 au Liban, ce qui est plus que le salaire minimum et presque relativement confortable. Et on a aussi la particularité d'avoir vraiment des utilisateurs partout dans le monde, donc plus basés aux États-Unis. Malheureusement, sur la légende, les 2 sont des mêmes couleurs. Mais donc les utilisateurs viennent de 65 pays, encore une fois, la majorité aux États-Unis, puis après l'Angleterre et la France. Mais même des gens, par exemple, en Afrique subsaharienne, qui, par exemple, sont des gens qui travaillent dans l'humanitaire, qui savent qu'ils vont aller en Syrie après, ou dans la région, et qui veulent commencer à pratiquer la langue avant leur nouvelle mission. Et puis des réfugiés, donc 55 au total, dans 12 pays. Donc comme je disais, principalement dans la région, Liban, Irak, Turquie, Égypte, mais aussi en Europe, donc Grèce, Italie, France, Allemagne, et même au Brésil et au Canada, qui sont 2 pays qui ont des visas humanitaires, et où, encore une fois, les gens qui arrivent là-bas sont hors du danger, mais ils font face à d'autres problématiques, le fait qu'ils ne connaissent pas la langue, donc ils n'ont pas de source de revenus pendant la période où ils apprennent la langue. Et Natakalam peut être une solution entre-temps de garder une connexion, de trouver un revenu, le temps d'apprendre le portugais ou l'anglais pour recommencer sa vie autre part. Et donc, à travers, entre guillemets, l'expérience de Natakalam, je voudrais d'abord discuter de certains problèmes qu'on a trouvés sur le terrain, et donc
des difficultés dont on pourra en parler peut-être après dans les groupes ou à travers les questions, dans l'insertion des réfugiés ou des migrants, et après quelques leçons apprises à travers notre expérience. Donc l'une des premières, c'est les conditions de travail. Dans notre cas, donc toutes les conversations ont lieu sur Skype, donc un ordinateur ou un smartphone, mais même là, il faut un Internet, il faut un espace plus calme, où il n'y a pas beaucoup de bruit pour les séances. Donc un des problèmes plus ou moins directs, même si on a le smartphone, c'est avoir des conditions de travail qui permettent un travail de qualité pour que les séances se passent bien. Un deuxième problème, c'est... Pas un problème, problématique. Ce sont la formation et les skills, les capacités entre guillemets professionnelles. Et là, c'est quelque chose dont, au début, on ne s'en rendait pas compte. Donc, nous, on se disait, par exemple, au début qu'en tant que partenaire de conversation, tout le monde peut avoir une conversation. Mais non, on s'est rendu compte qu'il y a quand même un cadre pédagogique. Donc, ça, on a appris en faisant. Donc, on commence à donner une formation. Mais il y a aussi un peu des standards professionnels, c'est-à-dire que quand voilà, on est dans des contextes qui ne sont pas assez faciles, qu'il n'y a pas une vie quotidienne, une vie de routine, Internet coupe, on peut être en retard, on peut ne pas prévenir, et ce sont des choses qui sont complètement cohérents et normaux. Mais de l'autre côté, quand nos utilisateurs sont des gens en France, aux États-Unis, il y a des standards un peu différents sur lesquels on a trouvé un besoin de travailler pour que les utilisateurs soient contents du produit à la fin du mois. Le troisième problème, c'est la barrière financière, et ça c'est particulièrement vrai dans les pays de la région. En tant que réfugiés, en tant que personnes qui ne sont même pas admises en tant que réfugiés, par exemple au Liban, c'est très difficile pour les Syriens pour ouvrir un compte, donc pour tout ce qui est recevoir des paiements. Pareil par exemple en Grèce, bien que ce soit l'Europe, c'est très difficile d'ouvrir des comptes, même pour les Grecs en Grèce depuis la crise. Sinon en Turquie ou en Jordanie. Donc juste pour finir, d'autres par exemple problèmes dont ils font face, c'est des problèmes un peu le fait qu'ils sont toujours en mouvement et qu'ils bougent. Et voilà, faire la balance en fait entre l'activité professionnelle et les priorités personnelles qui sont quand on est en mouvement en Grèce, il y a d'autres choses plus importantes que le travail. Et donc, juste pour en finir, les leçons qu'on a apprises, c'est beaucoup travailler avec des ONG sur le terrain qui nous permettent de faire le lien, qui sont beaucoup plus en contact que nous, qui sont de loin, adapter nos formations et beaucoup parler avec les utilisateurs pour leur expliquer cette situation, pour se rendre compte qu'il y a quand même une différence importante. Et au final, de se baser vraiment sur une approche humaine, où nous, dans notre cas, on est vraiment très souvent en contact avec les personnes avec qui on travaille, d'essayer de trouver un juste milieu entre l'approche sur les réfugiés, qui peut intéresser les utilisateurs, mais qui n'est pas nécessairement l'image que les gens avec qui on travaille veulent montrer. Donc, être dans la communication, trouver un juste milieu. Et je crois que ça peut être des sujets que l'on pourrait explorer plus tard. On applaudit Ressa, je pense. Hein? Merci. Merci Ressa. Assieds-toi. Natakalam. Quel mot, hein? Quel travail vous faites, incroyable. On a beaucoup de choses à apprendre. On va avoir le temps de discuter un peu. Mais je voudrais continuer avec la deuxième présentation. Cette fois, c'est notre ami, j'espère ne pas me tromper trop, Anjuli Pondy. Anjuli va nous parler de sa vie, mais avant peut-être que tu n'as pas besoin d'une PPT. Non, j'ai pas besoin. Qu'est-ce que tu voudrais nous raconter de toi-même avant de passer à la présentation formelle? Oui. Est-ce que vous avez ça, en fait? Parce que probablement, je vais switcher en anglais. Non? Ah oui, vous avez? Ok, super. Ok, je vais commencer en français, mais je suis tellement désolée parce qu'en fait, pour écrire et pour être prête pour faire une intervention de 15 minutes en français, ça me prend beaucoup d'heures. Et j'ai voyagé beaucoup avec mon travail les dernières 3 semaines et j'ai pas eu exactement le temps. Mais je vais essayer. Donc, toute ma vie, j'étais un migrant.
En fait, j'étais née au migrant. Mon père, il est déménagé de l'Inde aux États-Unis, mais quand il est déménagé, il n'a pas beaucoup d'argent. Et après une période de petits boulots, finalement, il a trouvé un job quand il nettoyait les ordinateurs pour une entreprise, une grande entreprise. Et dans la nuit, il est allé dans l'école, comme on dit en français, night school, oui, pour faire une masters, oui. Et avec ça, il fait un master en computers. Et finalement, un jour, il a trouvé un job avec cette même entreprise où il a nettoyé les ordinateurs comme un technicien des computers. Il va travailler pour cette entreprise pour 38 ans. Et en fait, il a fini son travail comme le chef de IT pour l'entreprise. Et il a choisi une track avec l'entreprise où on a déménagé dans tout le monde. En fait, c'est une track internationale avec l'entreprise. Et donc, c'est pour ça que j'ai grandi en Arabie Saoudite, en Singapour, en Nigeria, en Koweït, en Kazakhstan et aux États-Unis. Et donc, je pense qu'il y a je sais pas, c'est comme un bug parce que comme un adulte, j'ai voyagé beaucoup et j'ai habité en Czech Republic, l'Inde, la France et maintenant en Angleterre. Et techniquement, je suis un migrant, mais moi j'ai l'impression qu'un migrant vient d'un pays et il bouge à un autre pays. Et parce que je viens de beaucoup de pays, c'est un peu compliqué. Et en fait, comment on dit ça en français, c'est le stepmom de mon fiancé qui dit que je ne comprends pas Julie parce qu'elle a une culture très bizarre. Et en fait, je pense que ça, c'est une opportunité d'être migrant. Parce qu'en fait, quand vous êtes migrant, quand vous êtes dans un nouveau pays, il ne faut pas que tu gardes tous les customs, toutes les habitudes, toutes les histoires, etc. de votre pays. Mais en même temps, il ne faut pas que tu complètement adaptes et intègres avec le nouveau pays. Et donc, vous êtes entre les deux. Et vous êtes quelqu'un qui observe deux pays. Vous observez votre pays naturel et vous observez le pays où vous habitez. Et en fait, cet limbo, ce moment de limbo, c'est pas en français, c'est une liberté. C'est vraiment une liberté. Et c'est ça qu'en fait, je veux expliquer ce soir, cet après-midi, que quand vous travaillez comme ça aussi, c'est une liberté dans votre travail. From mon perspective de mon carrière, en fait, cette liberté m'a donné les opportunités de travailler simplement avec des gens qui viennent des autres cultures, des autres habitudes, les gens qui sont plus énervés, les gens qui sont plus calmes. Je vois une différence parce que je suis tellement, c'est mon habitude de bouger et d'adapter à tous les autres. Et donc, je vois les différences dans mon travail comme ça. Aussi, j'ai pas beaucoup de peur de parler dans les autres langues et essayer, même si mon accent c'est très mal. Et aussi, je vois aussi qu'en fait, j'ai pas le même type de peur de, comment on dit ça en français, to move on. Si quelqu'un m'insulte, quelque chose comme ça, moi, je me sens, c'est normal pour moi des gens ne me comprennent pas. Donc, pour moi, c'est OK, ça va. I can move on quickly. Donc, quand j'ai déménagé en Inde, j'ai commencé de travailler pour une entreprise indienne très, très, très traditionnelle. Okay? Et je ne vais jamais oublier mon entretien. Le chef de Aresh et mon chef à le moment, il me demandait des questions. Comment tu vas intégrer avec notre entreprise? Parce que première chose, tu as un accent américain, c'est un peu bizarre. Okay. Deuxième chose, tu as un style de mode qui c'est très western, qui c'est pas très indien. Je dis OK, bon, je peux mettre le sari, c'est pas une grande chose. Troisième problème, en fait, maintenant, tu vois pas, mais j'ai des cheveux bouclés et normalement, je laisse comme ça. Il m'a dit, mais ici, il faut que tu mettes les cheveux comme ça. J'ai dit, OK. Et quatrième chose, je suis femme.
Donc, il n'y a pas beaucoup de femmes là. En fait, j'étais la première femme qui a travaillé dans le bureau de le président de cette entreprise dans toute l'histoire de cette entreprise. Et c'était like 120 ans. OK? Et donc, et plus d'être femme, tu es une femme migrante et tu es un peu bizarre parce que tu n'habites pas avec tes parents. Weird. OK? Deuxième problème, tu payes toi-même toute ta vie. Really weird. Troisième problème, tu n'as pas peur d'aller en Afrique, en Arabie Saoudite, toute seule. OK? Super bizarre. Right? Et je pense que c'était à ce moment que j'ai vraiment compris la différence entre moi et tout, en fait, parce que je suis indienne, j'ai la différence avec moi et toutes les femmes qui habitent en Inde et qui habitent en Inde toute sa vie. Même s'ils sont éduqués aux États-Unis, même s'ils ont des parents qui sont éduqués, même s'ils sont professionnels, j'ai vu à ce moment une différence juste parce que mon père, il a décidé d'aller aux États-Unis à 18 ans et d'avoir une vie complètement différente. Je peux voir la différence avec la liberté que j'ai eue. Je ne sais pas que j'ai une vie plus intéressante, plus simple, plus like a better life, mais c'est juste une vie, moi je pense, avec plus de liberté dans ma tête. Et OK. Et la diversité pour les entreprises, en fait, c'est pas exactement la diversité, juste de la couleur de votre peau. En fait, c'est plus de ça. Parce que, par exemple, moi, je travaille dans une entreprise maintenant. C'est une entreprise financement. Et oui, on a beaucoup de gens, beaucoup de banquiers qui sont tous sont beaucoup de pays, mais ils sont tous faits des grandes écoles, ils tous parlent français, ils sont tous dans le même type de politique, etc., etc. Et je vois, en fait, ça, c'est pas la diversité. C'est la diversité des expériences qui, en fait, on a besoin de l'entreprise. Et peut-être, vous pouvez dire plus de ça, mais c'est juste pour expliquer que maintenant, c'est intéressant que l'entreprise où je travaille maintenant, quand j'ai fait le même entretien, l'entreprise m'a dit qu'en fait, Anjuli, on vous t'a embauché parce que, première chose, tu as un accent américain. Ça, c'est très bien avec notre client. Deuxième chose, tu as une mentalité western, mais aussi tu as un cœur indien. Donc, tu peux parler avec tous les différents types de clients dans tout le monde. Troisième chose, tu as une femme et on veut pousser la femme dans le leadership. Et je vois la différence avec les entreprises qui sont ouvertes à la diversité, qui sont ouvertes à les migrants, que les entreprises qui ont le problème. Et les entreprises qui cherchent ce type de gens, en fait, il va valoriser avec son revenues, chiffre des affaires. Ah ouais? I should know that one if I work in a bank. Vous connaissez? Je devrais savoir ça si je travaille dans une banque. Un professeur de moi, quand j'ai travaillé, moi en fait j'ai fait Sciences Po, mais c'était en anglais, hein, c'est pour ça que j'ai passé tous mes cours. Mais il a écrit un livre s'appelle Exceptional People. Okay? Et ses arguments disent qu'en fait les migrants ajoutent plus au GDP au monde de les gens qui ne bougent pas. Parce qu'en fait, tout le monde, on a 3% du monde sont des migrants. Mais ils contribuent 10% de le GDP du monde. Pourquoi? Parce que normalement, ils bougent pour les raisons économiques, pour grandir les carrières ou pour augmenter son salaire. Normalement, ils donnent le soutien à ses parents, à sa famille dans le pays où ils viennent, et juste exactement comme mon père a fait. Et aussi, il y a la question des brain drain. Mais en fait, le prospect d'avoir une opportunité de migrer donne les gens dans un pays d'étudier et d'ajouter les autres compétences qui peuvent donner les opportunités de bouger. Et même s'ils ne bougent pas, donc ils ont ces compétences qu'ils peuvent contribuer à l'économie dans le pays. Et s'ils bougent, normalement, ils reviennent
pas normalement, mais il y a des chances qu'il va revenir avec ses nouvelles compétences, avec ses nouveaux contacts et avec des argent qu'ils sont that they made, qu'ils sont, oui, exactement. Et la raison, en fait, quand j'habitais en France, j'étais un peu obsédée avec le sujet du chômage, spécialement avec les jeunes. Et à ce moment, c'était 2014, à ce moment, les chiffres de chômage, c'était à 20% en France, mais c'était parfois 50% pour les jeunes. Ça dépend de la ville. Et je pense que c'était plus en Espagne et en Grèce. Et à quelqu'un qui vous m'entend, j'ai dit que bouger la France, bouger de l'Europe. Il m'a dit pourquoi? J'ai dit parce qu'en fait, les années 20 sont super importantes pour sa vie. Et si vous ne feriez pas le travail, ou vous arrivez à votre potentiel, ou you get out of your comfort zone, just like I'm doing right now. OK, si vous feriez ça, en fait, si vous ne faites pas ça, en fait, tous vos amis, votre vie va complètement être différente. Et si vous feriez ça dans les années 20, ou quand vous n'avez pas beaucoup de responsabilités, quand c'est plus facile pour vous de changer, pour apprendre de nouvelles choses, pour adapter, ça va complètement changer votre vie. Et aussi, j'ai dit que la France et en Europe, il a besoin que vous bougez. Vous bougez parce qu'en fait, qu'est-ce que vous feriez? Vous restez en France, vous prenez le chômage et ça, c'est un problème pour l'économie. Et si vous allez à l'étranger et vous gagnez l'argent et vous aidez les gens, même si vous allez en Liban et vous aidez avec les réfugiés de Syrie par exemple, ça ne veut pas dire exactement que par bouger, c'est juste pour être une carrière. C'est pour être un contributeur à la société. Et même si vous allez là et vous ferez les jobs de bénévole et vous rentrez sans d'argent, vous avez grandissé personnellement, vous avez ajouté les nouveaux skills, les compétences et vous avez fait des contacts qui peuvent changer l'économie même si en France. Et je pense que si vous feriez ça, vous va voir. Et moi, j'ai vu qu'en fait, la vie d'un migrant, c'est vraiment une vie de liberté. Oui, il y a des problèmes avec l'économie, avec les visas, avec la discrimination, avec tout ça. Mais il y a des problèmes dans tout le monde. Il y a des problèmes même si tu restes. Mais si tu bouges et tu vois dans ton tête, il y a une liberté qui vient. Merci. Merci, Angélie. Oh, l'autre visage de la migration, non? N'est-ce pas? La migration gaie, l'émotion pleine de force, la migration productive. En t'écoutant, j'ai l'impression de ne pas être en face d'un migrant, mais plutôt d'un habitant d'un nouveau monde. C'est vraiment émouvant. Je pense que tu es chez toi n'importe où dans le monde. Ouais. Merci beaucoup. Bon, on va maintenant écouter une troisième vision du sujet des migrants, des migrations. C'est la vision de l'entreprise. On se pose plusieurs questions. Est-ce que l'entreprise seulement profite d'un migrant qui est, entre guillemets, bon marché, que l'on peut payer moins pour son travail? Ou est-ce que l'entreprise est assumée sa fonction de production sociale et pas seulement de reproduction sociale, de production de culture? Est-ce que l'entreprise apprend qu'il y a une opportunité dans la diversité? Au-delà des mots, c'est facile de le dire, mais est-ce que vous êtes préparés, les entreprises, pour profiter des migrations comme un atout? First of all, thank you for inviting me here. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je vais maintenant m'adresser en anglais. Mon anglais n'est pas aussi parfait. Désolée pour les interprètes, mais mon français est pire que mon anglais. À ce moment, c'est plutôt l'espagnol. Alors, en tout cas, pour revenir et pour reprendre la parole à Pranjoli, eh bien, la tâche est très difficile. Pourquoi? Parce que vous avez parlé de votre passion, vous avez parlé de vous. Et moi, de façon très personnelle, moi, je vais essayer de parler avec la même passion,
mais je travaille pour Walmart et moi, je suis très enthousiaste par rapport à tout ce que je fais chez Walmart. Je suis très enthousiaste, passionnée de par la façon dont Walmart change le monde. Je suis très très fière de tout ce que fait mon entreprise, mais c'est complètement différent. Mon message sera différent du témoignage personnel d'Anjuli. Je suis très fière de vous, Anjuli. Je veux vous dire merci beaucoup pour votre témoignage et votre expérience. Vraiment, c'était tout à fait passionnant. Alors, je suis avocate de profession. Je travaille pour Walmart depuis 8 ans maintenant. Avant, j'ai travaillé dans l'industrie du détail en Amérique latine, dans de grandes entreprises. Je suis particulièrement expérimentée de par mes postes précédents dans l'industrie du détail. Et lorsque je suis arrivée chez Walmart, jamais de toute ma vie, je pensais qu'un jour, que ceci pourrait être une très bonne expérience, quelque chose de différent. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour, je travaillerais pour Walmart, cette grosse entreprise. Je ne pensais pas qu'elle avait un cœur. Et c'est ce que j'ai découvert. Alors, je vais lancer maintenant ma présentation. Alors, j'aimerais commencer par vous parler de Walmart et comment Walmart essaye de changer le monde en matière de diversité, en matière d'entreprises engagées vis-à-vis des citoyens, en matière de présence dans l'évolution de la durabilité, protection de l'environnement, de l'être humain. Je ne sais pas si vous connaissez Walmart, mais moi, je vais vous expliquer un peu qui nous sommes. Tout d'abord, j'aimerais vous donner quelques éléments de contexte concernant mon pays. J'habite au Chili. Le Chili fait partie de pays de l'Amérique du Sud. C'est vraiment très loin, tout en bas de notre planète, mais je dirais de l'autre côté de ce monde. Mais notre situation est tout à fait atypique. Il y a 8 ans, il n'y avait pas de migrants dans mon pays, uniquement des Chiliens. Pourquoi? Parce que nous étions une société très fermée, un peu isolée, parce que nous étions dans une situation politique également très spécifique qui nous isolait peut-être. Donc nous avions pris beaucoup de distance par rapport aux autres pays et bien entendu, le fait de recevoir de nouvelles cultures dans notre pays n'était pas toujours très bien envisagé. Mais en 2006, nous avons vu les choses changer. Nous avons commencé à développer, à croître et nous avons reçu un pourcentage accru de migrants au Chili. Et en Amérique latine, nous sommes le pays qui croît le plus par rapport aux autres pays en matière de migration. Nous avons bien sûr accueilli des migrants, mais nous ne sommes pas forcément préparés à ces arrivées. Nous ne sommes pas prêts à les inclure dans notre société. L'intégration n'a pas été anticipée parce que la plupart des gens pensent que les migrants vont peut-être engendrer davantage de criminalité que nos propres citoyens, mais ceci n'est bien sûr pas vrai. Par conséquent, nous ne sommes pas préparés. C'est un vrai problème que l'arrivée des migrants.
quel que soit l'alignement de ce modèle avec le business, avec l'entreprise. Walmart est une entreprise présente dans 28 pays de par le monde. Nous sommes arrivés maintenant à 2,3 millions d'employés de par le monde. Là, nous sommes présents dans tous les continents, Afrique du Sud, en Asie, en Inde, en Amérique, également en Europe. En Europe, nous sommes présents en Angleterre avec Asda. Je ne sais pas si vous connaissez Asda, mais Asda, c'est nous. Ça fait partie du groupe Walmart. Et au Chili, nous sommes certainement l'employé numéro 1, le plus important, avec 51 000 employés. Si vous pensez que ça veut dire diversité, ça n'est pas forcément. Ça, c'est vraiment la diversité. Je travaille dans une entreprise qui bouillonne de différents types de diversité, pas uniquement la diversité due aux migrants, différentes religions sont présentes, et également différentes façons de penser, des hommes, des femmes, etc. Donc, différence en matière de genre. Et la différence pour nous, c'est très important. Très important, pourquoi? Parce que nous devons comprendre nos clients, nous devons comprendre ce qu'ils souhaitent. Et les clients sont les plus divers au monde. Nous pensons que dans notre entreprise, grâce à nos employés qui présentent de la diversité, nous allons pouvoir mieux répondre à ces clients très divers de par le monde. Alors, je vous ai dit que je suis très, très fière de cette culture. Je suis très fière de Walmart. Pourquoi? Parce que nous avons une culture très affirmée, très importante en faveur de la diversité. Nous avons, je dirais, un engagement très fort pour le respect des êtres humains. Nos piliers de l'excellence sont l'intégrité, agir avec intégrité au service des autres, avec le bon niveau de service, mais encore plus important, c'est le respect pour les individus. That is the base. Et ça, c'est la base même. Si nous parlons de cela à l'intérieur de l'entreprise, si on parle de respect de tout le monde, absolument tout le monde, n'importe quelle personne, si on ne parle pas de cela, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. C'est très important d'avoir des fondements là. Il faut qu'à tous les niveaux, on en parle. C'est important également là, au niveau de la direction, mais de nous également. Parce que s'il crée l'environnement de la diversité, bien sûr, la société va avancer dans le domaine. Sinon, c'est impossible. Donc, nous avons une société des États-Unis à tous les autres pays qui a pour premier engagement le respect de l'individu. Et quel que soit ce que vous voulez faire, qu'est-ce que soit ce que vous devez faire, vous avez besoin de cette culture. Et ça demande du temps, beaucoup de temps. Et puis, en ce qui concerne les États-Unis, bon, évidemment, c'est aux États-Unis que ça avance le plus vite dans la diversité. Ils ont une sorte de communauté, plusieurs communautés en fait, chez Walmart, où ils peuvent partager leurs expériences, où ils peuvent parler des grands problèmes qu'ils rencontrent, des comités de femmes, des comités de gens qui viennent d'Asie, d'Inde. Nous aurons des communautés, toutes sortes de communautés à l'intérieur de Walmart. Et on respecte ces communautés. Et ce qui est très important également, c'est que tout le monde, n'importe qui, peut se développer par eux-mêmes chez Walmart. Ils peuvent avoir des promotions en tant qu'Américains ou en tant que n'importe qui. Et ça, c'est très important parce que ce n'est pas parce que vous êtes asiatique que vous ne pouvez pas rester dans l'entreprise en ayant le même emploi que quelqu'un qui est né aux États-Unis. Non, vous pouvez avoir des promotions
avoir une évolution de carrière, et ça, c'est un des objectifs de notre entreprise. Nous pensons chez Walmart que la diversité est une manière de faire du travail, du commerce. Et ça, c'est très important parce que Walmart est une société où tous les talents sont acceptés. Et si vous n'avez pas tous ces talents, vous n'allez pas être l'entreprise de distribution la plus importante du monde. L'impact que toutes les activités de Walmart a sur le marché dans les différents pays et dans les différentes communautés est incroyable. Ça pourrait être un bon impact positif, mais il ne faut pas oublier qu'il peut être également négatif. C'est la raison pour laquelle nous pensons que nous avons une mission importante à accomplir. C'est la raison pour laquelle, et parce que nous devons attirer tous les talents possibles, nous parlons dans mon entreprise de la diversité des sexes, la diversité des diplômes, la diversité culturelle, de religion, de génération également. Nous avons également des gens qui sont handicapés. Donc, nous parlons de diversité, nous parlons vraiment de la vraie diversité, pas des trucs limités. Et alors, comment est-ce qu'on peut gérer tout ça? Parce qu'une chose, c'est d'essayer de comprendre pourquoi la diversité est importante pour nous, pour notre commerce, puisque nos clients sont aussi divers. Mais comment est-ce qu'on gère cela? Comment est-ce que l'on peut avancer si nous proposons certains objectifs? Nous devons avancer clairement et nous devons avoir des objectifs clairs en ce qui concerne l'administration, les membres du conseil d'administration et les actionnaires. Donc, nous devons créer un environnement de diversité, une vision. Nous avons une vision qui existe également dans les autres pays des sociétés Walmart. Nous avons un conseil de direction. Nous avons tout un processus qui nous permet de savoir ce que l'on doit faire, par exemple. Si vous avez, par exemple, des gens qui doivent changer de sexe, eh bien, même on a une politique pour cela également. Nous devons faire tout ce qui est prévu pour que ces personnes se sentent à l'aise et pour que l'on puisse expliquer aux autres ce que cela signifie. Et c'est toujours sous la bannière du respect des individus. Nous avons également des objectifs DNI. Nous parlons de diversité dans d'autres cercles également, et ce n'est pas seulement moi, il y a également les gens des finances, les directeurs des finances qui parlent également de cette diversité. C'est vrai également au niveau du directeur ou du président, parce que c'est de la culture. Et on en est très fiers. Nous avons une sélection de compétences. Nous avons des processus de sélection qui sont également basés sur la diversité. Et puis, on avait eu des entrevues pour le travail et nous avons une communauté bien particulière à Santiago du Chili. Ce sont des Indiens, ce sont des Indiens d'Amérique latine et ils sont venus au Chili par grand nombre, je ne sais pas combien, peut-être 20 000 Indianos, comme on les appelle. Et je m'en souviens parce que j'ai fait les entrevues avec ces personnes et ils ont commencé à parler indien parce que
Et ils ne comprenaient pas du tout l'espagnol. Alors, au début, lorsqu'ils essayaient de communiquer avec les gens qui s'occupent de la sélection, eh ben, ils ne pouvaient pas communiquer, ils ne pouvaient pas se faire entendre. Donc, leurs entrevues se terminaient là et on passait au suivant. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? Parce qu'il n'y avait pas de possibilité d'engager ces personnes-là, parce qu'on n'avait pas la possibilité de communiquer avec eux. Donc, nous avons décidé, en tant que Walmart, que c'était pas un problème. Ils parlaient indien, certes, mais on a envisagé d'autres aspects que la langue. Parce que c'était très important, parce que finalement, ils ont quand même été engagés. Ils n'avaient pas besoin forcément de communiquer. Bien sûr, avec le temps, ils se sont mis à parler espagnol beaucoup mieux. Et nous avons même des expressions qu'ils ont apprises. Donc, on ne doit pas empêcher les gens de venir dans votre entreprise. On doit prendre des mesures et on doit avoir un plan d'action, bien entendu. C'est très important. Et lorsque nous avons décidé de nous lancer dans ce type de diversité, bien sûr, nous n'étions pas tout seuls et nous avons décidé d'avoir des alliances avec des experts, parce qu'on a bien compris qu'on n'était pas des experts en la matière. On avait besoin de gens qui comprenaient mieux ces questions-là au Chili ou dans le reste du monde. Donc, on a décidé d'avoir un accord ou des contrats avec des ONG. Au Chili, nous avons 50 000 personnes et nous avons 2151 migrants. Donc le problème, c'est le programme de formation pour les migrants. Mais ce qui est le plus important, c'est les avantages de la diversité qui sont énormes, la richesse de l'évolution de ce monde, diversité, donc des avantages, enrichissement du travail, plus de créativité également, plus de liens avec les communautés environnantes. Et puis, les avantages de l'intégration, c'est la réduction de l'absentéisme et de la rotation, plus un meilleur service, parce que nous pensons que ces gens ont un meilleur niveau de service que nous, les Chiliens, et nous avons plus d'engagement et de productivité, et nous pouvons attirer et garder ceux qui ont du talent. Et ce genre d'avantages, nous pensons que c'est très important à envisager. Et ce n'est pas une question de permettre simplement à des gens de différents pays ou d'une grande diversité de venir. Nous devons promouvoir les gens qui viennent des différents pays. Merci. Merci beaucoup. Disons que Walmart fait de la gestion de la diversité. Et nous devons maintenant passer aux questions du public. Mais sûrement, à ce moment-là, il y a quelques-uns ou quelques-unes qui veulent dire quelque chose, s'exprimer en 30 secondes avant de passer la parole, le mot au speaker. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose avant les questions? Exprimer un sentiment, une pensée. Voilà. Est-ce que vous pouvez venir ici? Oui, c'est pas tellement facile, hein? Voilà. Bonjour, Fernand donc Boccanlini. Moi, je suis d'ici. Bonjour. Voilà, un ch'timi. Donc voilà, hein, Enracine, tout ça. Et donc, je voulais... Est-ce que pour vous, il y a une différence entre le talent d'une société
et les talents entre les pays. Est-ce que bien compris la question? Ou est-ce que vous voulez qu'il explique un peu plus? Explique toi-même un peu. Qu'est-ce que tu veux dire? Peut-être que tu n'as pas une question, tu as quelque chose à dire. C'est une remarque, c'est une remarque. Justement, moi, je suis d'ici, donc je ne connais pas vraiment l'étranger, voilà. Et donc, dans une société, il y a des gens manuels, il y a des gens relationnels, il y a des gens intellectuels. On a besoin de tout le monde pour fonctionner. Est-ce qu'on a besoin de chaque culture pour être ensemble? Est-ce qu'on a besoin de différentes cultures? Est-ce qu'on a besoin de chaque culture dans le monde? De chaque culture. Pour être humain. Ah, merci. Merci beaucoup. On va reprendre ça après. Hein? Une idée exprimée, un sentiment? Quelqu'un est fâché? Content? Non? On va continuer. Oui, s'il vous plaît. Si vous voulez venir ici, c'est mieux. Et si vous vous mettez ici devant la lumière, parce qu'on puisse vous voir dans les caméras, c'est mieux encore. Alors, c'était plus une remarque qu'une question. C'est vrai qu'avec l'actualité, on entend beaucoup parler des flux migratoires dans des messages qui sont en général pas très positifs. Et je trouve que tous les trois aujourd'hui, vous nous avez transmis un message très positif, plein de richesses. Plein d'espoir, qui nous donne vraiment comment dire, une belle image de la migration, des mouvements et de la richesse de l'humain. Voilà. Merci, hein, merci. Voilà. Si vous voulez, on commence pour poser des questions. Et rien n'est interdit, hein. Toute question est possible. Toute question est bonne. Allez. Bonjour à tous. Je m'appelle Bobo Zhang. Je parle anglais. I used to work for the. J'ai travaillé pour Nokia, le leader des télécommunications, et je m'occupais des activités ICI, et notamment dans une ville chinoise où on avait des migrants. Il n'y a pas beaucoup d'activités. Mais malheureusement, cette grande société a moins investi en Chine. Ils ont des conditions de travail différentes. Les contrats sont différents. Nous avons fait un certain nombre d'études pour voir quelles étaient les possibilités pour les migrants de travailler. Et, par exemple, en ce qui concerne la durabilité et aussi la gouvernance des entreprises, tout ça, ça a été étudié. Et nous avons vu également qu'il y avait de sérieux problèmes pour les entreprises qui venaient parce qu'il y avait la corruption. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé à moi? J'ai eu un collègue qui a été victime de corruption et il a été tué par quelqu'un de haut rang, je dirais. Et il n'y a pas eu de procès. Donc, quand je suis venue en France, avant tout, ce que je voulais, c'était la justice. Je suis scientifique, moi. Ça fait 16 ans que je travaille dans cette entreprise. Alors, je me suis demandé ce que je pouvais faire. Alors, j'ai recherché un asile ici. Mais ce que je voudrais demander, c'est
Et je voudrais savoir ce qui se passe au Chili ou en Europe. Je sais qu'il y a beaucoup de mensonges qui sont dits à propos des demandeurs d'asile. Mon cas est très spécial. Lorsque j'ai voulu être journaliste, je n'ai pas pu me faire entendre à cause de ce qui se passe dans mon pays. Mais cette entreprise, qui est une entreprise qui a également des bureaux en France, est une très grande entreprise. Et je voudrais donc savoir pourquoi c'est possible d'avoir des choses comme ça. Je veux trouver une réponse à cela. Je me demande comment on peut arriver à une situation telle que celle-là dans une grande entreprise. Tout est clair ou finalement tout est noir? On ne voit rien. Monsieur, si vous voulez, vous pouvez venir ici. Hein? Comme ça, tout le monde va vous connaître par la caméra. Et... Super. Oui, oui. Peut-être c'est le début d'une grande carrière à la télé, je ne sais pas. Exactement. Bonjour. Je pense qu'on vient d'entendre beaucoup de colère de cet homme qui a une histoire particulière, mais qui ne semble pas être unique comme histoire. Elle semble se répéter pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on a entendu beaucoup de choses positives sur l'immigration. C'est vrai que, comme l'a rappelé cette dame tout à l'heure en intervenant, vous avez dépeint quelque chose de très positif sur la diversité de l'immigration. Mais est-ce que la communication sur ce sujet n'est-elle pas plus positive que la réalité? C'est une question. Première question. Et pour ça, je voudrais vous demander, et spécialement à vous, madame, qui êtes chez Walmart, vous avez parlé pendant peut-être 20 minutes de diversité. Par exemple, combien y a-t-il de femmes à la tête de Walmart et dans l'executive board of Walmart? Please. Merci. Est-ce que tu peux donner ton propre avis à propos de ta première question? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as une impression un peu plus négative? Est-ce que tu peux nous en parler? Je pense qu'il y a beaucoup de préjugés sur la question. Voilà. Que aujourd'hui l'estrade n'est pas remplie, mais qu'elle devrait l'être, puisque tous ces gens qui sont ici ont présenté un point de vue très positif sur l'immigration. Malheureusement, beaucoup de gens sont emplis de préjugés et ne vont pas en sortir si facilement. C'est pour ça qu'il y a des gens aussi qui se bougent, comme vous, pour faire changer les points de vue. Et je trouve ça assez admirable. Et je vous en remercie. Merci à toi pour la sincérité. Hein? Bien dit. Bien dit. Quelqu'un peut-être maintenant c'est plus animé à dire ce que vraiment il ou elle pense à propos des migrations. Oui, il faut parler de la douleur aussi, hein? Pas seulement de ce qu'on a vraiment fait du bien dans les entreprises, dans les associations, la vie d'Anjuli. Il y a d'autres réalités, il faut en parler aussi. Bien dit. Quelqu'un d'autre? Voilà. The next star is... Tu veux venir ici, nous accompagner? Je me sens un peu seul. Vous savez le faire. Hein? J'ai peur. J'ai peur ici. Merci. Ton prénom, c'est comment? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Karine. Karina. Donc, je vais rejoindre un petit peu ce qui a été dit. Je vous remercie. Hein, c'était très positif et je pense que les personnes qui sont là avaient envie de l'entendre. Donc, mais je voudrais vous poser une question, Reza, sur les difficultés que vous avez évoquées pour la France par rapport aux États-Unis. Donc, en termes d'installation. Alors, pourquoi? Parce que j'ai été volontaire à Calais à la jungle, comme je le suis ici sur l'île. Donc, l'immigration des migrants en France. Enfin, le mot difficulté n'est même pas le mot qu'il faut, me semble-t-il. C'est quelque chose qui est dur, qui est pénible, et on n'a pas encore la mentalité d'ouverture par rapport à ça. En plus, me semble-t-il, les dispositifs pour le gouvernement. Donc voilà, je voulais savoir concrètement, vous, quelles sont vos difficultés? Comment est-ce que vous pensez les lever pour qu'on continue à être positif ensemble? Comment est-ce que concrètement on peut faire une vraie politique d'ouverture pour les migrants en France? Parce qu'il me semble qu'on n'y est pas encore.
Merci bien. Merci. Je pense, Reza, que tu pourrais commencer parce que justement quand tu allais commencer à parler des difficultés, je te dis non, on n'a plus de temps et tu as dû arrêter. Donc, je pense que c'est à toi la parole. Déjà, merci à tous pour vos questions et pour vos compliments. Je vais juste revenir sur la dernière question sur les difficultés de Natakalam en France. Pour nous, les difficultés dont je parlais, c'est un aspect très technique, c'est sur sur le partenariat avec les universités. Aux États-Unis, il y a beaucoup plus d'ouverture, de flexibilité et de compréhension d'une approche où on peut changer les curriculums, les choses comme ça. Et en France, quand on essaie de faire des partenariats avec les universités, c'est plus fermé, c'est plus dur, l'administration est plus lourde. Donc c'était cet aspect un peu technique pour nous quand on essaie de trouver des partenaires. Mais la question plus générale de la politique envers les migrants, ironiquement, on est basé en France et aux États-Unis, et les deux ont il y a beaucoup à dire. Les États-Unis ont quand même historiquement, pas actuellement du tout, mais une politique un peu plus d'ouverture. L'idée, par exemple, un aspect intéressant, les demandeurs d'asile, ou encore une fois dans le cas des réfugiés, qui n'est pas nécessairement le cas des migrants, dès qu'ils arrivent aux États-Unis, ils ont un droit de travail. Ce qui n'est pas le cas en France. En France, il faut aller par toute la procédure de la demande d'asile et pendant ce temps-là, on n'a pas de droit de travail. En France, par contre, on reçoit certaines allocations quand on est demandeur d'asile qu'aux États-Unis, on ne reçoit pas. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est une approche très différente. Mais juste pour revenir, si je peux me permettre, au-delà des autres questions sur la communication, était plus positive que la réalité. Oui, c'est-à-dire faut pas se voiler la face. C'est des changements majeurs pour nos sociétés. Et ça peut repartir sur la question est-ce qu'il y a besoin de toutes les cultures dans la société. Il y a un gros travail de communication à faire. Il y a un gros travail d'expliquer une réalité, que les gens, que ce soit réfugiés ou migrants, ne viennent pas ici par choix particulier, par plaisir. Dans les deux cas, qu'on doit traverser la Méditerranée et mettre sa vie en péril, ce n'est pas juste pour recevoir des allocations. Et donc, il y a un travail de communication. Et oui, il y a les services publics, aussi bien en France, pourraient changer leur position ou leur perspective. Mais l'ironie, mais l'autre côté de l'histoire, c'est que en racontant ces histoires-là, et en particulier, je pense à une organisation qui s'appelle Singa, qui est basée à Paris, parmi tant d'autres, pas prendre une, c'est plus on met l'histoire positive, plus il y a possiblement un relais dans les médias de ces histoires positives, plus on rend compte que on n'a pas besoin de toutes les cultures de la société, mais ça ferait pas de mal. Et plus on est, plus on enrichit, comme histoire. C'est toujours plus positif. Julie, pardon. Et pourquoi mettre ça de côté? Et encore une fois, ce n'est pas simple. C'est-à-dire que c'est pas blanc et noir. Mais c'est enrichissant pour tous. Et de toute façon, juste un point, la migration, c'est pas quelque chose de maintenant. On a un monde de migration. La France était avant l'ancien plus grand pays d'immigration, avant les États-Unis. Et ça ne sert à rien de se voiler la face. C'est pas facile, mais ça ne peut que nous enrichir d'avancer de ce côté-là. Merci, Reza. Il fallait t'entendre. Merci. Anne-Julie, est-ce que tu veux réagir à une question précise ou à plus d'une question, hein, comme tu veux? Okay, I'm going to switch to English now. Sorry. Okay. First, I'm going to also address sort of, is it more beautiful than Alors, it is? I think comment dire? Je dois faire très attention parce que c'est vrai que je travaille pour une entreprise, même si je suis très libre et j'aimerais dire beaucoup de choses, je ne veux pas néanmoins m'attirer des ennuis. Ce que je vais dire maintenant est mon opinion personnelle et je n'engage absolument pas l'entreprise. Et comme je suis donc de Londres, vous comprendrez ce qu'est le mot B-word. Alors,
Comme vous le savez, il y a eu tellement de mouvements migratoires sur cette planète tout au long de l'histoire que nous ne traversons qu'une période minime de migration. Ça n'est rien par rapport à l'histoire, un épisode uniquement très réduit, même s'il y aura toujours des gens qui rejettent les autres. C'est un réflexe assez naturel. Parce que quand on a moins de ressources, quand on sent qu'on a moins d'opportunités, moins de possibilités, on ne veut pas se sentir menacé, on ne veut pas que de nouveaux venus puissent dérober ce que nous avons. Ça, c'est un peu normal. Et s'il y avait un seul bol de fruits dans cette salle, et si on nous disait que nous étions prisonniers de cette salle pendant les 10 heures à venir, on se battrait pour ce bol de fruits. Donc là encore, je comprends pourquoi les gens sont frustrés de voir tant de migrants arriver. Mais le problème, c'est que les choses ne changeront pas et qu'il va falloir que nous trouvions un moyen de nous adapter à tous les gens qui vivent sur cette planète. Il y a une histoire en Inde. Il y a l'islam qui est arrivé, qui a souhaité convertir les personnes. Les chrétiens ont fait la même chose. Quand il y avait les colonies, c'était la même chose. Et les Perses, les Iraniens, les Perses, comme on les appelait avant, sont arrivés en tant que demandeurs d'asile. Et ils cherchaient quoi? Ils cherchaient un asile pour des raisons religieuses, parce qu'ils étaient donc harcelés, d'autres communautés également, qui vénéraient le feu, l'eau, etc. Alors en tout cas, ils sont arrivés et il y avait un roi qui a dit « Vous ne pouvez pas rentrer, vous ne pouvez pas rentrer ». Et il a dit pourquoi? Parce que nous avons trop de réfugiés qui essayent de nous convertir, trop de personnes qui essayent de nous convertir, qui nous ont transformés en esclaves, qui nous ont dérobé nos richesses, etc. Vous ne pouvez pas entrer dans ce monde. Alors, il est revenu avec un seau plein de lait et il a dit on n'en a pas besoin. Ils ont mis du sucre dans le seau et lui ont dit « Nous promettons que nous ne ferons pas votre seau de lait débordé, mais que nous allons l'adoucir. » Alors, je ne veux pas faire de stéréotypes parce que j'essaye toujours, mais il y a beaucoup de Perses qui ont ça à l'esprit. Ils sont indulgents et après que les Tartares notamment, les Perses nous ont gouvernés et nous avons été éduqués avec justement cette question de rendre l'obol, etc. Si vous posez la question comment nos entreprises doivent se conduire, c'est un petit peu dans le même sens. Aujourd'hui, mon poste, je suis donc responsable de la durabilité et moi, je dois rencontrer des clients pour leur parler de leurs entreprises. D'accord. Avant, c'est vrai que nous n'avions pas forcément des conversations stratégiques. Maintenant, je travaille dans tout ce qui est donc durabilité et les choses changent. Les choses changent dans la façon dont les entreprises parlent de leur chaîne de production. On parle aujourd'hui de la diversité. Aujourd'hui, on est prêt à investir alors qu'avant, non. Les entreprises venaient par exemple à lire et n'étaient pas prêtes à parler de la diversité. Pourquoi ils étaient prêts également à attirer des personnes qui avaient différentes orientations sexuelles, etc. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est vrai qu'en Inde, mon pays, il y a beaucoup de corruption. Il y a beaucoup d'exagération lorsque les personnes expliquent ce qu'ils font en matière de RSE. Mais je pense qu'il y a eu un séminaire à Paris où différents de nos clients de notre groupe ont été invités à participer. Il ne s'agissait pas cette fois-ci uniquement des chefs du RSE, c'était les chefs, les directeurs financiers, les achats, etc. Et ensemble, on essayait de voir comment nous allions changer les conditions climatiques de 2 degrés, comment on allait pouvoir intégrer les droits de l'homme dans toute la chaîne de production et comment faire en sorte que les employés qui
travaillent dans notre société sont acceptés, quel que soit leur genre, leurs orientations sexuelles, préférences sexuelles, hommes, femmes, etc. Je n'avais jamais vu quelque chose à cette échelle s'organiser. Les entreprises sont maintenant plus ouvertes. En même temps, on crée un environnement dans lequel les personnes frustrées ne souhaitent pas voir arriver ces changements. Mais là, c'est l'humanité, n'est-ce pas? Il y aura toujours des gens qui seront contre les changements. Mais les gens qui sont au milieu, ceux qui n'ont rien à dire, pas de mot à dire, ont le pouvoir. Pourquoi? Parce que s'ils disent on ne veut pas, on refuse la discrimination, s'ils disent on veut trouver des solutions plutôt que de continuer à essayer d'aborder les problèmes, eh bien c'est alors qu'on verra la différence s'engendrer dans la société et c'est à partir de là qu'on pourra évoluer. Hermine, que voulez-vous dire? Je voulais simplement compléter ce que Anjuli vient de nous dire. Je voulais simplement compléter ce qui était dit. Ce n'est pas une question de faire un changement majeur. C'est une question d'intégration, d'inclusion. Essayer d'inclure, intégrer les personnes dans les entreprises ou dans nos pays. Pourquoi? Parce que nous sommes tous sur le même bateau, sur la même planète. Nous avons tiré des enseignements de nos erreurs de par le passé. Par exemple, chez Walmart, nous avons eu des situations très graves, très sérieuses, pour lesquelles nous avons été poursuivis par des femmes parce qu'elles considéraient chez nous qu'elles étaient discriminées par l'entreprise, par Walmart. Ça, c'était il y a 11 ans. Des poursuites judiciaires à l'encontre de mon entreprise. Donc l'entreprise n'avait jamais pensé qu'il y avait un problème à la clé, non. Mais il y avait des problèmes de discrimination envers les femmes. Par conséquent, l'entreprise a décidé de changer l'état d'esprit et a décidé d'essayer de mieux comprendre les femmes, de parler à ses employés, à ces femmes qui travaillaient chez Walmart, et écouter toutes ces femmes sur ce qu'elles avaient à dire de Walmart, parce qu'elles se sentaient en situation de discrimination. Il y avait des raisons à la clé. Alors, grâce à cette expérience, grâce à ce dialogue, grâce aux informations recueillies auprès de ces femmes, Walmart a commencé à engendrer, générer des politiques anti-discrimination envers les femmes. Et là, c'est un parcours très long qu'il faut entreprendre. Il faut commencer et d'ores et déjà, nous avons tiré beaucoup d'enseignements de nos erreurs du passé, pas uniquement pour les femmes d'ailleurs, mais uniquement pour vis-à-vis des migrants ou d'autres types de diversité, d'autres groupes cibles. Je me suis trompé, hein? Et puis j'ai appris. Hein, j'aime bien écouter ça d'une entreprise, d'une grosse entreprise. Merci, merci beaucoup. Et nous avons encore un petit temps pour 3 ou 4 questions, dernières questions. Ah oui. Des migrants? I was just wondering. Levez la main si vous êtes migrant. Combien de personnes parmi vous sont migrants ou donc enfants de migrants qui ont transité par différents pays, ou avez-vous vécu dans d'autres pays avant d'être en France? Oui. Et des questions, des réactions avant de passer pour une dernière fois la parole à nos amis. Oui, monsieur, on vous écoute. Ah, c'est bien, vous avez le courage de venir ici. C'est l'intergénérationnel qui descend. Ah, bien. Vous êtes plus proche de moi, hein, oui. Mon âge. Oui. Merci. Voilà, Dominique, ça a été dur de prendre la parole. C'était très dur de prendre la parole, mais enfin, je l'ai. 2 choses. Première chose, c'est pour dire que accueillir. Actuellement, on accueille un ménage irakien dans notre quartier. Donc, je suis lillois, hein. Donc ch'ti, je ne vais pas parler en ch'ti, mais en français. Et c'est difficile, effectivement, le côté administratif. Mais enfin, ça marche. Ça marche. Dans 2 ou 3 mois, la CMU, etc., la possibilité de travailler, ça viendra assez rapidement. On les forme. C'est un ménage qui aura un bébé dans 15 jours environ.
Voilà, donc c'est pour dire, c'est positif, ça marche, mais c'est long en France encore. Deuxième chose, c'est je serai un peu plus positif que vous, monsieur, le premier intervenant. Dans les entreprises, moi j'étais responsable d'entreprise à Marseille, Bordeaux, Angers, dans le Nord, dans le textile. J'ai beaucoup licencié. Et j'ai pas mal embauché. J'ai continué dans les ressources humaines ensuite et dans les associations actuellement en tant que bénévole. Et je vous assure que, d'abord, accueil, fraternité, c'est pour les Irakiens, chrétiens, je crois. Donc c'est quand même une structure qui existe dans le Nord et qui est très importante. Alors pour les entreprises, moi je suis beaucoup plus optimiste. Nous accueillons des étrangers et on estime que les étrangers, que ce soit d'Europe ou d'Afrique ou d'ailleurs, les étrangers nous apportent énormément avec leur force, leur richesse intérieure. Mais c'est sûr qu'il faut préparer les collaborateurs. Il faut que les collaborateurs sachent ce que l'on fait, pourquoi on le fait, pour accueillir. Et ça se passe très bien et ça apporte un plus à l'entreprise. Et l'entreprise devient performante, un peu plus performante. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et il faut s'adresser, vous êtes ici, c'est organisé par Réseau Alliance. Je vois qu'il y a quelques personnes de Réseau Alliance qui pourraient en parler. Donc il y a des choses très positives qui se font. Maintenant, on a entendu qu'à Strasbourg, Bordeaux, je ne sais plus quelle ville, mais ça se passe partout en France. Donc ça bouge. Donc restez ici. Mais je suis surpris qu'il n'y a pas beaucoup de personnes du deuxième âge ou du troisième âge. Ah, voilà. On vous remercie, monsieur. Des bonnes nouvelles. Quelqu'un voudrait continuer? Des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles? Oui, s'il te plaît. Si je peux te tutoyer parce que tu pourrais être mon enfant. Bien ici, mon fils. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Arnaud. Arnaud, qu'est-ce que tu veux nous dire? Moi, c'était plus une remarque. Moi, dans une petite partie de ma vie, j'ai vécu à l'étranger, donc aux États-Unis. Je suis métisse, donc mon père il est français, ma mère elle est malgache. Donc je pense que, enfin, là ce que j'ai ressenti, j'étais vraiment heureux de tout ce que j'ai entendu ici. D'une part, déjà de tous les intervenants et aussi de toutes les personnes ici qui ont donné leur avis, parce que il y a beaucoup de positivité, c'est vrai. Et aussi une part peut-être, je sais pas, de pessimisme. Est-ce qu'on en fait trop? Je pense que faut pas voir ce mouvement de vouloir intégrer, de pousser, je sais pas, le partage, enfin tout ça. Faut pas le voir comme quelque chose qu'on force. Faut pas voir comme quelque chose juste quelque chose de positif à communiquer. Juste pour rehausser l'image de l'entreprise. C'est pas juste quelque chose pour améliorer l'image ou voilà. C'est plutôt, moi je vois plutôt ça comme une ressource naturelle, quelque chose qui arrive naturellement. C'est une évolution naturelle de la société. Après on peut l'accepter ou pas. Et certes, est-ce qu'on devrait avoir toutes les nationalités dans tous les pays, dans toute une entreprise? Bah non, c'est impossible. Et je vois après c'est une idée. Enfin c'est comme ça. Hein, j'imagine que c'est juste pour donner un exemple, mais moi je vois plutôt ça, voilà, comme quelque chose à qui faut pas freiner ça en fait. Faut profiter, profiter, c'est un peu mal dit, mais faut vraiment voir ce qu'il y a devant nous et voir les opportunités que ça dégage. Et je pense il y a vraiment quelque chose de vraiment bon et de vraiment, enfin ce serait vraiment dommage de pas pousser cette partie-là, voilà. Et une remarque, juste, c'était Angèle, Julie. J'ai vraiment enfin, quand tu décrivais ton expérience, que c'était vraiment la vraie liberté de voyager à l'étranger, de découvrir, et à quel point ça peut vraiment un peu nous décomplexer et enlever cette rigidité qu'on a autour du cerveau, parce que je suis d'accord, je crois qu'il y a beaucoup de personnes, enfin on s'en rend même pas compte qu'à l'intérieur de nous on a une grande rigidité des fois, on s'en rend même pas compte. Mais moi, je trouve que j'ai plutôt pas mal voyagé, mais j'ai encore tellement de choses à apprendre et tout le monde a vraiment beaucoup de choses à apprendre.
Donc voilà. Je vous remercie. J'espère que c'était clair. Voilà. Allez. Je pense qu'on a le temps pour une toute dernière question avant de passer la parole. Ah voilà, 2 questions. Ouais. Quand même. Vous êtes le dernier. Bienvenue, venez ici. Accompagnez-moi dans la lumière. Ton prénom c'est Loïc. Loïc. Alors, moi j'ai simplement une remarque, ensuite une question. Donc pourquoi, dans un monde comme le nôtre, où ça fait plus de 50 ans qu'on est super mondialisé, où nous devons encore parler de migrants et immigrants, pourquoi on ne peut pas juger une personne par sa motivation et ses capacités plutôt que par où il vient, sa culture? Donc je pose plutôt la question à Madame Wallmark. J'ai même pas retenu votre nom. Désolé. Madame Wallmark s'appelle aussi Carmen. Carmen. Madame Wallmark, c'est pas mal. Hein? Pourquoi on s'entête encore à se dire que nous sommes, par exemple, je prends l'exemple de la France, nous sommes dans un pays où nous avons des migrants venant de partout, et nous sommes dans un pays où nous avons des gens français qui sont dans la rue aussi. Pourquoi on se pose la question de savoir si on doit loger les migrants, nourrir les migrants, leur donner du travail ou nourrir les locaux, où on ne peut pas simplement faire avec les plus motivés d'entre eux, ceux qui ont les capacités et la volonté d'en sortir. Pas les dissocier, mais en faire un seul groupe. Pourquoi on doit encore parler de pays, culture, différences, alors que un homme peut être une femme, inversement, un homme peut aimer un homme, une femme peut aimer une femme, peut aimer les deux, peut venir de n'importe quel pays, peut venir de plusieurs pays en même temps, ou peut venir d'un pays, mais s'inculquer la culture de tous les pays. Et on doit parler encore de migrants et immigrants. Voilà. Donc, est-ce que vous, par exemple, chez Walmart, Madame Walmart, ce serait pas Madame Walmart, ce serait plus intéressant de s'investir sur la personne motivée par ses capacités, enlever le visage, enlever la culture, juste sur ses motivations, ses capacités. On pourrait même enlever les études, parce que les études ne sont pas égales partout. Peut-être que si vous investissez 5 ans sur ce que vous appelez un migrant, et si vous investissez 1 an sur quelqu'un qu'on va appeler local, qui a fini ses études, est-ce que dans 10 ans, le migrant ne vous rapportera pas plus d'avantages? Voilà. Merci Loïc, merci beaucoup. J'ai vu, oui, on applaudit. Hein. Monsieur, vous avez tellement envie de parler, ce que j'aime beaucoup. Quelqu'un veut s'exprimer. Oui. Bonjour. Alors moi, ce que je trouve particulièrement intéressant... Tu t'appelles? Je m'appelle Valentin. Valentin. J'ai du mal avec le micro. Alors, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que vos témoignages renvoient à une question qui est celle de l'universalisme. L'universalisme, notamment, du phénomène de peur. Les gens, pourquoi est-ce qu'ils ont du mal à intégrer les autres? Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas directement vers les gens qui pourtant sont similaires? C'est la peur. C'est la peur. C'est pour ça, c'est là-dessus par exemple que les politiques les plus nauséabonds utilisent la peur des gens pour les diviser. Et en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant dans votre message, Angel particulièrement, c'est que vous dites que le fait d'avoir bougé sur l'ensemble, enfin d'avoir beaucoup bougé, ça vous a amené non seulement à vous sentir libre, mais aussi à sans doute avoir confiance en vous et en l'humanité. Et en fait, je pense que c'est ça en fait la vraie question qu'il y a autour de notre rapport aux autres et de notre rapport à l'immigrant et à l'étranger, c'est comment est-ce que on oublie comment est-ce qu'on oublie nos peurs, comment est-ce qu'on oublie que on n'a pas forcément tout ce qu'on veut dans la vie, qu'on n'a pas forcément de boulot, qu'on n'a pas forcément comment est-ce qu'on arrive à transcender ces peurs qu'on a au fond de nous et que la société nous inculque? C'est effectivement en allant vers les autres. C'est difficile à exprimer comme idée, mais c'est très profond parce que c'est clair. Ce qui drive tout le rapport aux autres, ce qui drive notre rapport à la société, c'est toujours la peur. Et je pense que le meilleur chemin qu'on a à parcourir dans la vie, c'est de faire tomber toutes ces peurs une par une. Voilà, merci.
Merci à toi. Très clair. Eh bien, le temps est presque fini. Je vous prie de réactionner. Une dernière commentaire. Qu'est-ce que vous voudrez dire? Nous avons écouté beaucoup de choses, d'idées, d'émotions. Hein? Reza, si tu veux, tu peux commencer. D'abord, merci pour vos questions. Juste deux petits commentaires. Je suis plus ou moins d'accord avec tout ce qui a été dit. Je trouve que la question sur les immigrés et les migrants, c'est encore pire parce que quand les gens du Nord, donc des pays développés, vont dans d'autres pays, c'est des expatriés. Mais quand les gens du Sud vont dans le pays du Nord, ça devient des immigrés. Parce que, voilà, c'est-à-dire qu'au Nord, on n'est juste pas dans son pays, tandis que quand on vient du Sud, on émigre vers l'autre pays, même si au fond, on bouge toujours. Maintenant, même Nord-Sud, ça ne veut pas nécessairement dire grand-chose. Et pour la question sur la peur, encore une fois, je suis entièrement d'accord. Juste peut-être une anecdote, ce qui est intéressant, et dont je n'ai pas beaucoup parlé avec Nata Kalam, c'est que c'est à petite échelle, mais ça joue son rôle pour casser en fait cette barrière de la peur. Déjà, il faut être ouvert. Malheureusement, parfois on est fermé, donc on n'est même pas ouvert à cette idée. Mais beaucoup des conversations qui ont lieu, donc quand on parle avec les étudiants après, assez souvent il y a cette découverte que leurs partenaires de conversation, donc des réfugiés qui peuvent être au Liban, dans des camps en Irak, au fond, ils ont les mêmes aspirations, ils écoutent les mêmes musiques, ils ont grandi au même moment. Et donc, trouver le point commun, c'est la première source, à mon avis, à faire tomber la peur. Parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Mais quand on se rend compte, et donc on avait par exemple un témoignage d'un étudiant qui disait qu'il se rendait compte qu'en Syrie, tout le monde écoutait Pink Floyd aussi. C'est anecdotique, c'est rien, mais c'est bête. C'est-à-dire que quand on arrive à trouver un lien musical, c'est déjà une première barrière qui fait tomber. Et évidemment, c'est pas si facile, mais plus on met en contact, plus les barrières tombent et plus les mentalités, on espère, vont changer. Merci, Reza. Carmen? Je pense que ce qui est important dans ces discussions, c'est la différence. Ça, c'est le point le plus important. Nous sommes tous différents. Moi, je ne suis pas l'égal des citoyens de mon pays. Je suis différente des autres femmes de mon pays également. On est tous différents. On est tous divers. On fait tous preuve de diversité de par nos dons, nos talents, notre diversité. L'important, c'est comment on présente la différence. Je vais vous donner un petit exemple, si vous voulez bien. Dans ma entreprise, Walmart, il y a une association qui fait la promotion des personnes pour leur travail, des personnes, des aveugles. Mais ils disent toujours, ce sont des personnes qui sont très bonnes, qui sont des travailleurs, etc. Vous devez les contacter parce que ce sont vraiment des personnes de valeur. Mais ils ne disent jamais que c'est les meilleurs employés au niveau informatique, digital ou dans les call centers parce qu'ils ont une expérience particulière et des spécificités et comment ils démontrent leur savoir. Par exemple, ils ont un écran et ils peuvent toucher l'écran et comprendre à partir du toucher ce que les gens pensent et ils arrivent à traiter des informations complètement différentes d'un non-aveugle, d'une personne voyante. Donc les non-voyants ont ces talents, ces dons. Et la différence, par conséquent, est importante pour une entreprise quand on emploie des non-voyants ou des personnes souffrant d'un autre handicap. C'est pas une question de dire, là, les non-voyants, ils sont particulièrement performants ou autre. Non, non, non. Il faut essayer vraiment de tirer profit et promouvoir les différences de ces personnes. J'ai pris un exemple des non-voyants, mais j'aurais pu prendre l'exemple d'autres groupes dans une entreprise. J'aimerais faire un commentaire. Nous sommes en 2017, ça fait 7 ans qu'on parle de la globalisation. Pourquoi on continue à dire une fille, un garçon, un homme, une femme? Je pense que, à mon avis, il y a beaucoup de combats à mener. Nous avons un long combat à mener. Je pense qu'ils devrions faire la différence entre l'identité et la discrimination. Moi, je suis si fière d'être indienne. J'aimerais que tout le monde puisse me dire, tiens, voilà, elle est indienne. On la reconnaît.
Je suis si fière de venir de ce pays avec une longue histoire. On a inventé le zéro, on a une religion intéressante, on a de très bons mets, une très bonne cuisine. Je suis très fière. Si Obama gagne, je suis fière d'être américaine, je suis fière d'être américaine, mais là encore, j'aime être une femme et je veux que tout le monde sache que je suis une femme et j'adore être une femme. Je pense que l'identité, c'est super important. Je le dis pourquoi? Parce que personnellement, lorsque je vivais en France, quelquefois les discussions tendaient à perdre une part de son identité pour s'adapter à une culture beaucoup plus grande. Alors moi, je pense que c'est pas le bon combat à mener. Bien au contraire, je pense que qu'on porte un hijab ou un sari ou dire je suis indienne, je parle français ou je suis noire ou je parle pas français, etc. Traitez-moi de manière égale. Et apprécier le fait que je vienne d'ailleurs, parce que je sais que j'ai d'autres amis indiens qui sont frustrés quand on leur dit « Oh, vous savez, aux États-Unis. » Non, américain. Tu viens d'où? Like, de quel pays? You know, and they get angry. Et ils se mettent en colère et dire « Pourquoi ils me posent ça? Demandez-moi, moi je suis indienne, mais je suis aussi américaine. » Pourquoi? Parce qu'il faut que nous soyons fiers de notre identité. Il faut être fiers de d'où nous venons. Parce que c'est notre sang, c'est notre génération, c'est notre état d'esprit. Et ce sont des éléments que l'on peut partager. Alors, pour moi, c'est en fait le plus qu'on peut exposer les gens qui n'ont pas l'opportunité de déménager, qui n'ont pas l'opportunité d'intégrer ou de parler avec des gens qui sont différents des eux, le plus qu'on peut essayer de les exposer à les différences entre nous et the beauty in those differences, that is how we break down the fear. Comme ça qu'on va casser les peurs. On n'a pas besoin d'habiter un petit village pour comprendre le reste du monde. Non, non. Et pour comprendre que tout le monde est pareil. Il faut se ressentir que nous sommes différents. C'est à nous d'aller vers les autres et de les exposer à ces différences pour qu'ils s'y sentent bien. Parce qu'ils sont différents eux aussi. Les autres ont un état d'esprit différent. Ils n'ont pas tort et nous n'avons pas raison. On est tous différents, mais nous avons également des liens communs. We're all happy, we're all excited. On est tous contents, on est tous motivés, enthousiastes, on est tous... Voilà ce à quoi on doit arriver. Entendre cette fille. Merci beaucoup. Mais il y a des idées qui vont continuer. Aujourd'hui matin, je ne sais pas si vous étiez là, on a parlé d'une nouvelle économie qui commence. Hein. On commence à dépasser l'économie de la concurrence et on avance vers l'économie de la collaboration. Bon. Il y a plusieurs jeunes ici, des jeunes qui vont changer ce monde vers la collaboration. Mais on a besoin de deux mots aujourd'hui. Le premier mot-clé pour la collaboration entre les différentes, parmi la diversité, c'est l'identité. Ne pas perdre l'identité dans ce monde globalisé. Mais il y a aussi un deuxième mot qui n'est pas peur, qui ressemble un peu, mais qui n'est pas la peur, mais qui est la vulnérabilité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Être vulnérable. Oui, il faut avoir identité pour s'intégrer. Qu'est-ce que je peux t'offrir à toi qui est différente à moi? J'ai quelque chose à t'offrir. Je suis indien, je suis femme, je suis je ne sais pas quoi. Mais aussi, je suis vulnérable. Il y a des choses que je n'ai pas, qui me manquent. Et donc, moi aussi, j'ai besoin de toi. Merci à toutes et à tous, à toutes vous. À une prochaine fois.